21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. La nuit écoute est une émission, les amis, qui nous a été insufflée. J'aime bien utiliser ce mot, je l'utilise pas tous les jours. Et vous l'utilisez, insufflée. Et par les gilets jaunes d'un rond-point dans le Val d'Oise à Saint-Brice-sous-Forêt. Et cela fait un petit moment déjà qu'on vous donne rendez-vous le samedi soir. Et puis, nous est venu comme ça, avec Agnès, l'idée de temps en temps de mettre en avant un personnage, une personne qui a des choses à dire et que nous avons évidemment rencontré sur ce fameux rond-point. C'est un portrait que nous allons faire maintenant, celui de Max qui est avec nous. Salut Max. Salut Sébastien. Ça va Max? Très très bien, je suis heureux de passer dans ton émission et de pouvoir avoir m'exprimer librement. C'est ça, librement, ce qui nous vient à un problème de liberté, parce qu'on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de liberté. Mais toi, on va découvrir un petit peu ton parcours de vie. C'est un portrait vraiment ciblé sur ta personnalité et sur ton histoire. Pourquoi je parle de liberté? C'est que toi, depuis que tu es petit, t'as jamais vraiment été libre. Aujourd'hui, tu as 38 ans, tu es né en 1983. Où es-tu né et comment es-tu né, Max? Je suis né à Beaumont-sur-Oise dans le 95, d'une mère qui s'appelait Daniel et d'un père qui s'appelait Marc Dubois, qui étaient mes parents biologiques, mais qu'à l'âge de 6 mois, ils m'ont placé dans une famille d'accueil à Bellois chez Monsieur et Madame Lebon, et ils m'ont considéré comme leur propre fils. Bon, voilà. Alors, on fait référence, parce que là tu le dis très tôt, à l'âge de 6 mois, donc tu es abandonné par tes parents naturels. Comment ça se passe quand tu es petit? Est-ce que toi tu as des souvenirs d'enfant? Moi j'ai le souvenir que ma mère adoptive m'a expliqué. C'est le jour où c'est que elle est venue me chercher le jour de mes 6 mois chez mon père. Et ils sont venus avec les flics, ils ont défoncé la porte de l'appartement, ils m'ont attrapé dans le lit alors que j'étais en train de dormir. Le week-end, j'allais chez mon père, je dormais dans une chambre. Dans le noir, il retirait les poignées de porte, pas le droit de se lever la nuit, pas de lumière dans la chambre, on dormait dans le noir. Et dès qu'on tapait dans la porte, on prenait des coups dans la tronche, tout simplement. D'accord, tu étais obligé d'aller régulièrement chez ton père et il était violent. Oui, le week-end, oui, il était hyper violent. Quand on voulait aller jouer, il était complètement bourré. Dès qu'on montait sur le toboggan ou l'espèce de tapu, tu sais, à l'ancienne, là, t'avais un morceau de bois d'un côté, l'autre tu le faisais giguer en l'air, l'autre tu pouvais l'envoyer au troisième étage, si tu y allais fort avec ce machin. Mais moi, c'est des souvenirs ça me gâche encore même encore dans la vie actuelle, quoi, parce qu'il y a des fois j'ai des sursauts par exemple, quand on va arriver derrière moi et qu'on va me taper sur l'épaule, c'est pas s'il y a limite si je vais pas éclater le pif du mec, quoi, parce que ça c'est un traumatisme que j'ai. Mon père arrivait toujours par derrière pour me mettre des coups, mais c'était pas des petites claques, c'était des coups de poing. Je me suis retrouvé 6 ou 7 fois à l'hôpital. Et c'était ma mère adoptive qui venait me chercher parce que j'avais le crâne ouvert. Et oui. Moi, une fois, ma mère adoptive, donc, Madame Lebon, elle était venue me chercher à l'hôpital et j'avais le crâne ouvert. Voilà. Tout simplement parce que mon père m'a attrapé par les cheveux, m'a attrapé par le pantalon, me jetait contre un mur et puis voilà, quoi. D'accord. Et elle a pu signaler quand même, elle était témoin de ça. Ah oui, elle était témoin de ça. J'ai mon père qui des fois qui hésitait pas à rentrer dans la gueule de Madame Lebon, à lui foutre à vouloir vraiment la taper. Mais heureusement que j'avais mon père adoptif qui était là pour nous défendre, quoi. On va passer à l'école maintenant. Comment ça se passe à la maternelle? La maternelle, j'étais pas très bien vu en fait. Suite à mes soucis, j'étais perturbé à l'école, j'arrivais pas à apprendre à lire, j'arrivais pas à compter et quelques années en maternelle,
Après, j'ai été en CP normal, en classe normale à Bélois en France. Après, j'ai été à Viarme en CE1, CE2 normal. Avant le CE1 et CE2, j'avais été dans un CP de réadaptation en fait. Dans une classe, on appelait ça les classes AIS en fait. C'était des classes où ils t'apprenaient à lire avec les mains, les syllabes, l'écriture et tout ça. Et ensuite, donc là, il y a des difficultés évidemment scolaires. Il y a la grande école, donc là, c'est aussi compliqué. Et arrive le moment du collège. Malgré tout, est-ce que tu avais quand même, sur ton parcours scolaire, tu arrivais à te faire des amis? Oui. Bah, après, dans mes années d'études, j'ai fait un pré-apprentissage en mécanique. Bah là ça a été la révélation parce que j'aimais bien avoir les mains dans l'huile, démonter des roues, démonter des moteurs. Tout avant d'aller à Écouen faire mon apprentissage, j'ai fait 3 semaines au CFA d'Hermont en mécanique, en carrosserie. D'accord. Et là-bas c'était cool parce que mon prof de carrosserie c'était un mec qui aimait bien faire du stock car, donc des fois le week-end j'allais avec lui, on remontait les voitures, on détordait les boîtes de conserve, on appelait ça quoi. C'était vraiment génial. Et à Écouen, c'est ce qui m'a appris aussi à être un peu plus autonome en fait, à être dans une classe avec des mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi en mécanique, mais c'est pas pour autant que j'ai toujours lâché. Je me suis toujours battu, même encore actuellement. Mais en cours, c'était difficile à apprendre. J'avais des difficultés. Les profs, ils voyaient que j'étais dans des classes normales, mais les profs, ils voyaient que j'avais vraiment des difficultés à m'exprimer, des moments de peur, de crainte, d'angoisse, tout ça. Et ils me prenaient des fois pour un dingue. Donc c'est pour ça que ils me foutaient au fond de la classe. Voilà quoi. Ils en avaient rien à foutre. Hein. J'allais en cours le matin, je ressortais le soir. C'est comme si que j'y avais et que j'avais rien appris. Mais par contre avec moi c'était beaucoup plus structuré en fait. C'est que j'avais une prof d'histoire, elle m'avait fait redoubler l'année d'après pour que je puisse mieux suivre apprendre. Et mieux rebondir. Ouais. Et donc sur cette période-là où c'est un peu une révélation finalement la mécanique, ça ne t'a pas apporté un métier que tu as exercé finalement? Non, en fait, exactement, Sébastien, moi j'ai fini dans l'horticulture, dans les espaces verts en fait. Parce que j'avais voulu essayer de rentrer au GAREC, mais le GAREC c'est une école de mécanique, carrosserie et mécanique poids lourd qui est reconnue internationalement. Oui, à Argenteuil. Et pour rentrer dans et il faut 15 de moyenne tout au long de l'année. Mais ce que j'aurais bien voulu, c'était qu'avec le GAREC, il y avait aussi mécanique moto. Et en fait, vu que moi je suis un très très grand passionné de moto, j'en connais pas mal, même sur le vélo de route, j'aurais bien voulu aller au GAREC. Et donc ça ne s'est pas fait. Cette passion de la moto, elle est née comment? En fait, la passion de la moto, elle est née tout simplement du jour où c'est que je suis arrivé chez Monsieur et Madame Le Monde, donc ma famille adoptive. Leur fils faisait du motocross. Et le week-end, je montais dessus, on traversait la rue Richambe. En roue arrière, j'étais sur le guidon, voilà quoi. Ah, tu vois que t'as fait des bêtises. Ah oui, non, mais ça, on n'appelait pas ça de la backlife à l'époque. On appelait ça de la roue arrière. Et là, j'avais un projet, c'était de remonter le vieux 125 du fils à mon père adoptif en fait. Ouais. Parce que c'est une bécane de cross. Mon père adoptif, il me disait, même à deux, la truc elle se lève toute seule. Parce que c'est une moto qu'il avait, maintenant malheureusement il est décédé, mais c'était une moto qui était démontée tous les dimanches soirs et qui était remontée le lundi soir quoi. D'accord. Parce que tous les week-ends il faisait des courses. Et c'est de là que ma passion pour le motocross elle s'est greffée dans ma peau quoi. Puis après on allait voir l'enduro du Touquet et c'est ça qui m'a plu quoi. J'ai eu la chance qu'on ait une maison au bord de la mer et à chaque édition de l'enduro du Touquet, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait orage ou quoi que ce soit, on allait à chaque édition avec mon père adoptif, on allait à l'enduro du Touquet. Donc là, c'est une belle époque, ce que tu nous racontes, c'est une époque où tu étais heureux. Et c'est là que j'ai commencé à aimer le sport, en fait.
parce que je voyais que j'avais des craintes dans l'entourage des gens, de traîner avec des copains. Et j'ai toujours préféré me mettre dans le sport. Parce que je trouve que le sport, il n'y a pas dans ce milieu-là, Sébastien, je sais pas si tu vas me comprendre, mais dans le milieu du sport, c'est une mentalité qui fait que tu sois mauvais au foot, que tu sois mauvais en athlétisme, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera toujours là pour t'épauler, en fait. Mhm. Et c'est ça que j'ai trouvé il y a une bonne modestie dans le milieu du sport. J'ai fait du judo, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Et là, actuellement, je pratique le free fight, en fait. Alors tout à l'heure, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu avais des difficultés pour t'exprimer. En tout cas, c'est ce que disaient tes professeurs. Néanmoins, moi, depuis que je te connais ou je t'ai retrouvé, on parlera de la radio tout à l'heure, je trouve que tu n'as aucune difficulté pour expliquer ce que tu as à dire et pour véhiculer des sentiments ou des messages. Donc, est-ce que finalement, c'est pas le regard des autres qui te bloque, ou est-ce que ce ne sont pas les autres qui ont des a priori sur toi et qui t'empêchent de t'exprimer? C'est la deuxième chose, t'as trouvé le mot, en fait. Ouais. C'est que j'ai tellement peur de la réaction des gens que j'ose pas m'exprimer, en fait. Dans le cadre de ton adolescence, il y a une question qu'on peut se poser comme ça. Tu nous as parlé de choses agréables comme évidemment la découverte de la mécanique, de la moto, et c'est devenu une passion. Comment ça se passait quand tu étais ado avec les filles? J'ai jamais, franchement, c'était des amours d'école, quoi. Un jour je t'aime, le lendemain je t'aime pas, je changeais tout le temps. Du Serge Gainsbourg, quoi, je t'aime moi non plus. Ouais, voilà. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. C'était, t'es beau, et puis le lendemain, tu lui roulais une galoche, tu lui soulevais le capot, une fois que c'était fini, l'autre, elle changeait de bonhomme, hein, ouais. Je t'ai dit que j'avais parlé comme Jean-Marie Bigard, voilà. Ah ouais. Soulever le capot. Gars, hein. Ouais. D'accord. Ouais. Alors nous, on a eu l'occasion de se rencontrer, c'était en 1998 et on s'est retrouvés sur le rond-point, le hasard faisant bien les choses. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, et comme nous ne sommes pas des montagnes et seules les montagnes ne se croisent pas, on s'est rencontrés dans le cadre d'une aventure qui était plutôt sympa déjà à l'époque pour moi. Je faisais de la radio depuis plus de 10 ans. Ouais. Et c'était à Persan-Beaumont, donc vraiment dans ton quartier, une radio qui existe toujours mais qui a changé de nom, qui s'appelait Radio Bellovac et qui s'appelle Alternative FM maintenant. Exact. 80 rue Gaston Vermeer, si on aime les détails. Exactement. Juste à côté de la mairie de Persan. Voilà. Exact. Comment ça s'est passé cette aventure? Alors là, j'ai plein de souvenirs de ce moment-là, ouais. La première fois qu'il nous a accueillis, on était avec une prof qui s'appelait Elisabeth Layani, exactement. Et c'était elle qui nous avait fait découvrir la radio, en fait. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, en fait, ça m'a appris à m'exprimer, à être beaucoup plus droit dans mes chaussettes, en fait. Et ne pas avoir peur de parler en public. Parce qu'avant, j'aurais jamais parlé comme je te parle là. Il a fallu qu'on se rencontre et que et que j'ai eu de la chance que tu m'enseignes la radio. Oui. Sans ça, je pourrais pas m'exprimer comme je te réponds du cash-là aujourd'hui, quoi. J'aurais jamais été comme ça il y a quelques années, quoi. Comment ça s'est passé la rencontre avec les Gilets jaunes? Comment t'es arrivé au cœur des Gilets jaunes? Et dans quelle situation étais-tu avant de rentrer dans ce mouvement qui est quand même un mouvement national de gens qui revendiquent des choses? Comment s'est faite la rencontre et quelles sont tes revendications? Moi, pour t'expliquer comment j'en suis venu aux Gilets jaunes, c'est que j'ai rencontré des difficultés au sein de la société par rapport à mon handicap psychique. J'ai été mal perçu et ça m'a envie donné de combattre cette maladie-là et d'essayer de faire comprendre, parce que de faire comprendre aux gens que l'handicap psychique, c'est pas on n'est pas méchant, on est des gens gentils. Malgré qu'on ait chacun dans les handicaps psychiques, il y a plusieurs types de maladies. Mais quand tu parles de maladies psychiques, ce sont des séquelles de la maltraitance que tu as connue quand tu étais petit. Voilà, ouais, exactement. Et ça s'est transformé en maladie psychique parce que tu le dis souvent, tu dis je suis handicapé. Et moi, j'ai pas le sentiment, quand je parle avec toi ou quand je te vois, d'avoir affaire à un handicapé. Ah oui, parce que j'ai réussi à me construire une carapace et à ne pas le montrer, en fait. Mais ça veut dire que tu souffres encore? Ça veut dire que tu souffres beaucoup encore? Ouais, voilà, ouais. Il y a des fois où j'ai des sursauts, j'ai des craintes,
Mais j'essaye comme tu m'as appris à parler à Radio Bellovac, c'était fixer un point en fait. Fixer genre le micro de l'animateur qui était dans le studio, dans le carré d'enregistrement avec les tables de mixage. Ouais. J'ai appris à fixer ça en fait, ou à fixer la table d'enregistrement. Et c'est là que j'arrivais à m'exprimer. Et ce que je voulais te dire par rapport à Radio Bellovac, c'est que j'ai encore des souvenirs de cette émission qu'on avait préparée pour la Coupe du Monde 98. Ah oui. Ouais, on avait préparé le texte, on avait fait une maquette qu'on avait présentée en direct. Et puis bon, cette année-là, on a gagné, donc tout allait bien, quoi. Ouais, bien sûr. Maintenant on a 2 étoiles, donc ça c'est bien. Si on pouvait en avoir 5 comme le Brésil, ce serait encore mieux. Ouais, mais c'est sûr. On a tellement des têtes de Turcs en équipe de France que voilà pourquoi moi je me tourne plus vers le monde du MotoGP, quoi, parce que c'est des mecs. Pour moi, c'est des extraterrestres de la moto. Le MotoGP, c'est des mecs qui prennent des viens, qui touchent le genou à plus de 200, 240, même 280, quoi. Et les mecs, franchement, je les respecte. Et pour parler d'un événement qu'il y a eu ce week-end au Grand Prix d'Italie, mais là, j'ai vraiment pleuré de malheur parce que je me dis que c'est le fils de mon père adoptif, ça a été un motard. Donc, dès qu'il y a un motard qui décède, même si je le connais pas, que ce soit un motard qui habite dans le Val d'Oise et que j'apprends sa mort, c'est pas comme des émotions, mais je suis pas bien en fait. Je me dis que ce mec-là, il a fait son sport, mais il est mort en faisant son sport. Donc, pour moi, c'est pas bon. Le mec, il s'est craché, d'accord. Mais il est mort en faisant son sport, et c'est ça que je trouve dans le sport, c'est qu'il y a quand il y a quelqu'un qui est blessé, il y en aura toujours un qui va venir te relever, quoi. C'est ça qui est vachement cool. Tu fais référence, pour ceux qui ne connaissent pas trop à la moto, à Jason Dupasquier. Voilà, ouais. Et il y a pas eu que lui, il y a eu Simoncelli, il y a 2-3 ans, le mec, en fait, il sortait des stands et à 200, il y en a un qui lui est rentré dedans. Et le mec, il a perdu le contrôle de sa moto, il est mort sur le coup, quoi. Il n'y a pas eu que lui, il y a eu la mort d'Ayrton Senna que j'ai vécu. J'étais chez Madame Lemont et je vois une voiture sortir du virage, c'était à Monza, je crois. Quand j'ai vu sa voiture taper, là, j'étais pas bien du tout. Ces mecs-là, c'est des mecs comme en MotoGP, on les pousse tellement à avoir des résultats que les mecs, au bout d'un moment, quand t'as une bécane qui fait entre 200 et 300 chevaux, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est comme une aiguille dans une botte de foin. Alors ça t'a marqué fortement parce que ça, c'était en 1994. À l'époque, tu as 11 ans. Et je peux te dire que ça m'a marqué, même encore maintenant. Aujourd'hui, c'est quoi une journée de Max, du matin au soir? C'est quoi ta vie aujourd'hui? On m'a considéré comme un invalide, donc chez moi, Mais je vais te dire un truc qui va être pas mal, c'est que malgré qu'on me dise que je suis invalide, que j'ai un handicap psychique, je vais te dire une chose, c'est que malgré mon caractère, malgré mon passé, je me suis quand même occupé d'une personne qui était malade d'Alzheimer. Ouais. Et qui est décédée il y a 2-3 mois de ça, et c'est même encore dur d'en parler, quoi, parce que pour moi, c'est un mec, mon père adoptif, c'est un héros. Donc Pierre, c'est un héros, quoi, parce qu'il m'a pris dans ses bras le jour de mes 6 mois, il m'a considéré comme son fils, et je suis toujours pris. J'étais pas très très marrant quand j'étais petit, hein, j'ai eu des soucis, mais avec ce monsieur-là, j'ai vu que je pouvais avoir pareil que ses enfants. Il m'a toujours considéré. T'es pas con, t'es con parce que voilà, quoi. Ouais, t'es un petit con, touche pas ça petit con tant que ça marche, quoi. Mais voilà, c'était une belle vie tant qu'il était là, quoi. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, tu considères après peut-être des déboires, mais tu considères que c'est une famille, ouais.
pour en venir aux gilets jaunes, bah c'était pour tout. On en parlait tout à l'heure. Tu m'as posé la question d'où c'est que c'est venu. C'est que bah j'ai vu tellement que moi je souffrais et que j'ai voulu rejoindre un groupe. Bah j'ai fait le partie du rond-point de Saint-Vite. J'ai vu que ça n'allait pas, c'était pas des gens très fréquentables, il y avait de la bière, il y avait de l'alcool, les gens profitaient de ma gueule, parce que le vendredi soir, il y avait un barbecue, tu ramenais 12 saucisses, 12 merguez, et t'en avais pas, quoi. Ils en avaient rien à foutre, ils te méprisaient, et donc... j'ai eu la chance de rencontrer des gens fort sympathiques de Saint-Brice, et là, c'est là que j'ai su que j'avais une vraie famille, en fait. Là, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de saucisses. Non, là, il n'y a pas intérêt. Il n'y a même pas intérêt que je me ramène avec un pétard ou quoi que ce soit, parce que tu sais que dans notre groupe, on a 2 Italiens, donc tu sais comment ils sont. Hein, ils démarrent plus vite qu'une Ferrari, donc. Ouais. Puis bon, bah, j'ai trouvé. En fait, dans les gilets jaunes, c'est comme si j'avais retrouvé une sœur, un père, une mère, mais je sais très bien que bah c'est des gens comme moi, quoi, qui se battent tous les jours et pour en revenir aux gilets jaunes, c'est que bah moi j'ai voulu rentrer dans ce groupe-là et me battre contre notre cher président Macron, Monsieur Darmanin et tous ces barbouzes, on va dire, parce que pour moi c'est des gens qui n'ont pas compris la réalité des choses. Parce que la réalité des choses, c'est qu'il y a des gens qui crèvent de faim dehors. Tu vas en manif, tu vois des SDF. Qui soient par terre, qui soient en plein milieu de la manif et que les CRS nous chargent la gueule, nous tirent du lacrymogène, ils en ont rien à foutre qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient voilà. Et ça, je trouve pas ça normal. Et en tant que gilet jaune, si on pouvait mener des actions pour pouvoir avoir des bâtiments pour les SDF, ça c'est une cause qui me tient à cœur, quoi. Parce que moi, je sais que j'ai galéré dans ma vie. Je me suis retrouvé à une période de ma vie que j'étais dehors. Un soir, je rentre, j'étais dans un hôtel social. J'ai eu mon hôtel qui a pris feu. Ouais. Et du jour au lendemain, bah, je me suis retrouvé sans rien. Il a fallu que je me démerde pour manger. Il a fallu que je me reconstruise psychologiquement, quoi. Tu es en colère évidemment, mais ce qui est important de dire, parce que parfois il y a des discordances dans les groupes, en colère, mais pas violent. Non, pas du tout. Je tenais à dire que c'est dans notre famille de Saint-Brice qu'on se rejoint tous les mercredis pour faire des réunions, même si je comprends pas les questions, grâce à une amie qui me porte très cher dans mon cœur, donc José Laure, qui m'a appris à me garder mon calme, en fait. Et je trouve que cette personne-là, donc José Laure, elle est très attentive envers moi, et il y en a d'autres, donc je citerai les noms plus tard, avec qui j'ai des très très bonnes relations, et j'hésite pas à la considérer comme ma propre sœur. Tu sais de qui je veux parler. Ouais, bien sûr. Donc d'Agnès, et avec cette personne-là, j'ai retrouvé la possibilité de me confier. Et voilà, quoi. Quand quelqu'un te porte de l'attention, malgré mon passé, j'arrive à plus m'ouvrir, à lui parler de tel concert, de tel album de Metallica, de tel album de Stone Sour, de Korn, et d'où vient cette passion pour le métal. C'est que j'ai toujours été bercé dans cette ambiance-là, quoi. Ça n'a pas de rapport avec la carrosserie, on est d'accord. Oui, voilà, ouais. Rien à voir avec la voiture. Même, si, dans ces milieux-là, dans les milieux des garages, t'écoutes que ça, hein, du métal. Matin jusqu'au du métal, du rock'n'roll, du AC/DC ou autre. Pas de Chopin, pas de Mozart, pas de musique classique. Non. Pour moi, c'est les bourgeois du 16e qui écoutent ça. Moi, tu me mets un casque avec du Chopin ou du Stradivarius ou je sais pas quoi, là. Ouais. Bon, ça me fait pas chier, mais disons que moi, je trouve ça un peu prout-prout, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pour ceux qui vont à l'église le dimanche et qui bouffent leur poisson le vendredi soir et qui serrent un peu des doigts du cul, quoi. Alors là, je t'arrête, Max.
Je me dis, est-ce que là, finalement, toi, tu n'es pas en train de céder également à un a priori? Dans quel sens? Bah là, par exemple, sur la musique classique, tu pourrais aimer aussi la musique classique et tu colles l'image de la musique classique à une catégorie de public. Mais pour en revenir à ça, c'est que malgré la musique que j'écoute, il y a un morceau de Metallica, c'est Symphony Price of Bottles. Mhm. C'est bon, bah il y a dans le groupe de Metallica, il y a James Hetfield, il y a Robert Trujillo et après il y a d'autres membres du groupe. Si on a l'occasion de le mettre pendant ce morceau-là pendant mon interview, c'est qu'il y a eu ça a été la rencontre entre le métal et la musique classique. Cette musique-là, t'entendras t'as tout un fil harmonique qui joue en même temps que les guitaristes et les bassistes du groupe Metallica, en fait. Et c'est ça qui est vachement bien, quoi. C'est qu'on puisse mélanger des gros barbus buveurs de bière, en train de se tatouer comme on dit que les métalleux, c'est des gros crados, des buveurs de bière, des déglingués. Alors, en fait, non. C'est des gens qui sont ils sont peut-être dans un monde à part, mais dans ce monde à part-là, j'ai retrouvé un peu de joie, quoi. C'est que c'est pas des mecs qui vont picoler, c'est des mecs qui sont très doux, en fait. C'est des mecs qui ont des barbes qui sont pétés de tatouages, mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller agacer quelqu'un, quoi. C'est sûr. Est-ce qu'il s'agit de ça? Là, j'ai tout un orchestre face à moi, là. Et je pense que c'est ce dont tu viens de nous parler avec Metallica. Metallica et San Francisco Symphony Orchestra. Ouais, voilà. Exactement. Et tellement j'ai appris à aimer ce morceau-là que je me suis même offert un petit t-shirt de Metallica la semaine dernière, quoi. D'accord. Et j'aime bien, quoi. En fait, à travers ce groupe-là, j'arrive à trouver une force, quoi. Et ça me motive à aller le jour que je sais que je vais en manif, je me mets deux trois Metallica et ça me plonge. Ça fait que moi j'ai mon cerveau qui est arrivé sur certaines musiques et j'arrive à y penser pendant que je marche en manif et là j'arrive à penser à autre chose, en fait. Ouais. À travers la musique, ça m'aide beaucoup. Même quand je fais du sport, j'en écoute et c'est ça qui est vraiment vraiment cool, quoi. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Déjà de fonder une famille, déjà. Ouais. Déjà fonder une famille, pouvoir partager une passion que j'ai, le motocross. Après, tout récemment, j'ai découvert une nouvelle passion pour dépolluer les cours d'eau. C'est-à-dire que c'est la pêche à l'aimant, en fait. La pêche à l'aimant. Ah ouais. Ouais, voilà, ouais. Passionnant. La pêche à l'aimant, c'est un aimant néodyme. T'as des aimants qui font 50, 60, 70, c'est la force de traction, en fait. Ils disent 20 kilos, donc tu peux tirer jusqu'à 20 kilos. Et c'est la force de traction, et la force est démultipliée de ton aimant quand tu le plonges dans l'eau. Et c'est avec des aimants néodyme. Après moi j'ai un bulldog 300 kilos que j'ai commandé sur des sites pas très fréquentables qui ne payent pas leurs impôts en France. Donc, Ah oui, d'accord. mais je m'en fous, je balance le nom Amazon, voilà. D'accord. En fait, c'est pas, ils te vendent des aimants, mais c'est pas les meilleurs, quoi. En fait, il y a un magasin qui est vraiment spécialisé en France et dont je ne tairai pas le nom. C'est la Maison de la Détection à Paris, en fait. D'accord, je ne connais pas, ouais. C'est la Maison de la Détection, c'est un magasin où c'est que tu peux acheter des détecteurs, tu peux acheter des machines pour rechercher de l'or, tu peux acheter des aimants et l'équipe est vraiment, vraiment, vraiment spécialisée là-dedans, quoi. Tu disais il y a quelques instants, parce que je voudrais pas qu'on passe à côté de ça, tu dis que ce qui te manque aujourd'hui, c'est de fonder une famille. Qu'est-ce que tu fais pour que ça arrive? Déjà, j'essaye de travailler sur mes soucis psychologiques parce que j'ai pas envie de reproduire ce que mon père a fait. J'essaye de travailler sur même si je fonde ma famille dans quelques années, voilà, quoi. Je préfère me préserver moi et ne pas reproduire ce que mon père m'a fait. C'est qu'il y a une psychologue qui m'a dit, quand j'étais petit,
ton père t'a frappé, tu frapperas tes enfants en étant petit. Et donc ça, c'est un truc qui m'a toujours bloqué en fait. Et c'est ça qui me bloquait d'aller vers les gens, d'aller voir les filles et voilà quoi. Et tu sens que tu pourrais ne pas maîtriser ça? Si, mais il y a quand même une partie de moi qui est craintive en fait. Ouais. J'ai pas envie de faire du mal à mes enfants en fait. Je voudrais les élever comme Monsieur et Madame Lebon m'ont élevé. Mais donc tu ne réponds pas à la question. Tu n'as pas répondu à la question. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour trouver quelqu'un? Je regarde à droite à gauche sur des sites internet. J'essaye de rencontrer de parler avec des filles quand je vais faire mes courses, d'engager la conversation. Mais ça c'est très très dur quoi. Puis bon, moi, faudrait que j'arrive à trouver une copine qui partage les mêmes passions que moi, en fait. Qui partage la passion du VTT, de la pêche à l'aimant, de la pêche aux poissons, qui aime bien la randonnée. Moi, je suis quelqu'un de très nature, en fait. T'es un spécialiste de la drague du fond de l'eau. Ouais, voilà. Mais beaucoup de difficultés avec la drague sur la berge. Ouais, voilà, mais malheureusement, j'ai jamais trouvé une sirène qui est sortie de l'eau comme la petite sirène, quoi. Ouais, c'est ça. Ariel. Voilà, quoi. Ouais, voilà, ouais, exactement, exactement. Bon. Quelles ont été tes principales déceptions d'adulte? En fait, mes déceptions d'adulte actuellement, c'est que je me suis construit, mais non, en ayant toujours une partie de moi qui avait peur, en fait. Toujours dans l'inconnu, en fait. Le matin, je me réveille, c'est de l'inconnu. Le soir, je me couche dans l'inconnu. J'ai jamais eu un point d'attache, en fait. Mmh. J'ai toujours été à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et ça c'est un peu déstabilisant. Mais donc c'est pour ça que je voulais en revenir au groupe. C'est que là dans le groupe, je sais que c'est pas structuré, mais j'attends le samedi avec impatience de retrouver mes amis au rond-point, quoi, parce que je sais que là, il n'y a pas de jugement, on est tous pareils, on est tous là pour la même cause. Et ce qui me rend joyeux, c'est que quand il y a une manifestation, on est ensemble et on se protège l'un l'autre. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui me met en confiance. Et ça, c'est en tant que 2 ans et demi de Gilets jaunes de Saint-Brice, et ça m'a vraiment aidé en fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, je pourrais peut-être pas te parler comme je te parle là actuellement, quoi. Ouais. Moi, ça me fait un bien fou, en fait. Ouais. Grâce au groupe, j'ai découvert Paris. C'est peut-être bête à dire, mais il a fallu que j'attende mes 38 ans pour pouvoir découvrir Paris. C'est quand même grave. Tu n'avais jamais été à Paris avant? Non, jamais. Tu étais resté dans le Val d'Oise, dans ton secteur. Ouais, voilà, ouais. Et c'était une crainte d'aller dans une si grande ville comme ça, en fait. Quand tu vis à la campagne et que tu mets quelqu'un dans une grande ville comme Paris, il est déstabilisé. C'est comme si tu mettais des gens qui habitaient dans Paris, qui ont toujours tout à côté, qui ont leur restaurant, qui ont leur commerce en bas de chez eux, qui ont tout ce qu'il faut à leur portée de main. Moi, j'aime pas. En fait. Le Dalai Lama, Max, a dit oui. Chacun est maître de son destin. C'est à nous de créer les causes du bonheur. Il en va de notre responsabilité et de celle de personne d'autre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le Dalai Lama avait tout à fait raison quand il l'a écrit. Voilà, tout simplement. Après, est-ce que tu prends conscience que tu es maître de ton destin et qu'il faut peut-être laisser le passé derrière soi, le mettre dans un sac et le jeter dans l'eau sans métal pour que tu ne le rattrapes pas à l'aimant? Ouais, oui, parce que sinon ça va me péter à les mains, dans la main, quoi. C'est dur à dire, mais voilà, comme t'allais me le dire. Moi, je me suis dit en étant petit. Et j'ai peut-être pas eu toute la force que j'ai maintenant, mais mon père, donc Pierre Lebon, m'a toujours dit, soit deviens pompier et tu verras que ça t'aidera pour la vie. Oui, tu as fait pompier, j'ai fait 5 ans de pompier, j'intervenais sur des choses pas très belles à vivre, des accidents routiers, des feux de maison, j'ai dû éteindre 3 feux de pavillon en tout. Malgré mon passé, j'ai trouvé que dans la famille des pompiers, il y a personne qui a un handicap.
t'as beau être divorcé, t'as beau avoir des problèmes de thunes ou quoi que ce soit. Chez les pompiers, ça a été les 5 ans. En fait, excuse-moi de dire ça, mais je m'exprime peut-être mal, mais ça a été les meilleurs. Ces 5 ans-là, je les ai vraiment vécu comme une joie en fait, parce que j'ai défilé pour le 14 juillet, pour toutes les fêtes nationales, et j'étais au garde à vous et j'étais limite devenu le chouchou de la caserne, quoi. Tu ne peux plus intégrer une caserne de pompiers? Bah, c'est pas ça, c'est que vu qu'ils m'ont déclaré en invalidité et vu que j'ai un traitement, bah non, toutes ces portes-là se sont fermées. J'avais essayé de rentrer à l'armée, j'avais passé mon examen, tout ça, mais ils m'ont dit, mais on n'a pas envie de vous retrouver Ils ont vu que j'étais fragile psychologiquement, parce qu'à l'armée, tu vas sur tu vas à la guerre, tu peux retrouver des mecs qui sont coupés en deux, quoi. Bien sûr. Et ça, non. Moi, je voulais, si je voulais rentrer dans le génie, dans l'armée, ça aurait été pour conduire des chars. D'accord. Être dans le génie, en fait. Tout ce qui touchait la mécanique de char, la mécanique d'engin, quoi. Des chenillés, des blindés. Bon, les blindés, moi, j'en vois presque quand j'en vois des blindés qui nous crachent des jets d'eau dans la gueule quand on va en manif, ça, voilà, quoi, c'est pas. Mais je trouve que chez les pompiers, on a une structure. Bah, c'est comme une deuxième famille en fait, parce que tu sais que le lundi, tu fais du sport, tu sais que tu apprends des cours, tu sais que tu apprends. Ce que je voulais te dire, Sébastien, c'est que pendant mes 5 ans, j'ai pas vécu mon handicap. Je le voyais pas. J'allais courir, j'ai gagné pas mal de courses à pied où c'est que je suis arrivé 5e. Et pourtant, j'avais pas de niveau. Mais il y a eu un fait que je me disais, je suis au début de la course, si je veux arriver premier, il faut que je me bouge le cul. Mais moi, ce que j'aurais voulu en tant que pompier, si j'avais continué dedans, c'était être pompier, faire mon service militaire pour atteindre le Graal des pompiers, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. De Paris. Moi, c'était soit marin-pompier de Marseille ou soit pompier de Paris. Ah bah ils arrivent. Ouais. Ah bah mais merde, ça y est. Ah, ils arrivent. Ils t'ont entendu, voilà. Ils viennent te chercher. Ouais, voilà, ouais, merde. C'est l'hymne des sapeurs-pompiers. Ouais. Voilà, ouais. Et moi, le truc que j'aimerais bien m'offrir, c'est même si j'arrive pas à rentrer pompier de Paris, c'est d'avoir au moins un t-shirt de la brigade des pompiers de Paris, ouais. D'accord. Et ça, c'est un truc qui est. Là, d'ici le mois de juin, je vais commencer une collection de camions de pompiers, quoi. Ouais. D'accord, ouais, très bien. Essayer de récupérer des vêtements, des casques, des trucs comme ça. Alors là, ce qu'on va faire pour conclure, je vais te laisser l'antenne et tu vas dire ce que tu veux et tu as 30 secondes à combler et tu fais exactement ce que tu veux dès que tu le souhaites. Ok. Bah déjà, je voudrais dire un grand merci à mes amis José, Laure, Angelo, Sébastien et Agnès. Que j'ai rencontré. Sébastien, je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans. J'ai créé une émission Radio Bélovac pour France 98 et bien après, j'ai rencontré José, Laure et Angelo. Avec Angelo, je partage des moments bien sympathiques parce qu'on parle du MotoGP et on a la même passion pour un très très grand pilote, The Doctor Valentino Rossi, et qu'on aime bien, quoi. Et c'est ça que j'aime bien chez Angelo, c'est que c'est un mec qui est hyper cool, très cool. Et après, il y a José Laure, c'est la Monica Bellucci du rond-point de Sabris, parce que c'est une femme qui est très 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 attentive au bien-être de la personne, et grâce à José Laure, j'ai appris à être beaucoup plus calme et à comprendre que même si on me répond pas sur notre messagerie, j'arrive à voilà, quoi. Et après il y a mon ami Sébastien que j'ai retrouvé au bout de 20 ans et avec qui j'ai toujours qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'exprimer sur la radio libre
qu'on diffuse tous les samedis soirs à partir de 21h jusqu'à 23h, et j'invite tout le monde à écouter cette émission-là parce que grâce à Sébastien Joël, on arrive à pouvoir s'exprimer, et c'est pas sur d'autres radios comme Énergie, je fais une radio où qu'on peut s'exprimer, et je tenais à remercier Sébastien et Agnès de La Nuit Écoute de pouvoir m'exprimer. T'as fait bien plus de 30 secondes, mais c'était très agréable et t'as juste fait une petite erreur. Je pense que c'est plutôt à nous de te remercier pour qui tu es et ce que tu es, Max. Tu as été parfait. À très vite, Max. Merci beaucoup. Salut. 21h, 23h, La Nuit Écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.